Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Elle a fait beaucoup parler d'elle ces dernières années. La CEDEAO est en zone de turbulence. Près d'un demi-siècle après sa création, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest fait face à de nombreux défis. Coup d'État à répétition, insécurité grandissante, intégration à demi-teinte. Les plus sceptiques évoquent un espace communautaire au bord de l'effondrement. La CEDEAO, à l'heure de la redistribution des cartes, analyse sur ce plateau avec Monsieur Régis Unkwe. Vous êtes géopolitologue, directeur et fondateur d'Interglobe Conseil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour cette invitation et c'est avec grand intérêt et grand plaisir que effectivement nous aurons un bel échange, j'imagine, et instructif et pertinent sur la CEDEAO. Monsieur Unkwe, nous allons commencer avec la dernière actualité au sein de l'espace communautaire, la transition politique au Sénégal, avec l'avènement de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko au pouvoir. Que vous a-t-elle inspiré? J'allais dire effectivement, quand vous avez commencé votre émission en contextualisant la CEDEAO et effectivement avec les attributs qu'on connaît aujourd'hui de la CEDEAO, qui relèvent davantage plutôt du passif que des actifs, que nous avons une espérance venue de Dakar. Une espérance démocratique, une espérance politique et aussi une espérance qui dit la chose suivante, c'est que tout n'est pas si mal que ça en Afrique. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui freinent, qui sont, je dirais, qui sont bloquantes de l'évolution du monde. Et vous avez évoqué les coups d'État militaires, l'insécurité grandissante dans le Sahel, mais de Dakar, nous avons une belle expérience qui nous est offerte et qui démontre que le continent africain, la région ouest africaine, sont aussi capables de belles et de grandes choses. Effectivement, nous avons l'avènement d'une alternance qui s'est faite, je dirais pas aussi paisible qu'on aurait pu l'imaginer, mais avec l'avènement quand même d'une jeunesse, l'actuel président, le nouveau président, 44 ans, effectivement, qui prend le pouvoir quand même d'un grand pays ouest-africain. Donc ça dit la chose suivante, tout n'est pas si mal, tout ne va pas si mal sur le continent africain. Et il faut justement se servir de ce qui va bien pour corriger ce qui ne va pas autour donc du Sénégal. Vous avez d'autres pays effectivement dont on sait que malheureusement ils sont très très loin des standards démocratiques. Mais Dakar peut être très inspirant. Dakar peut être très inspirant. Le plus jeune président de l'histoire du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, pour ainsi dire qu'une nouvelle génération de dirigeants est possible en Afrique. Totalement. Une nouvelle génération à la fois par l'âge, mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est une nouvelle génération d'idées. Une nouvelle génération justement de nouveaux principes, parce qu'il ne sait rien, on l'a bien remarqué par ailleurs, il y a des présidents qui sont très 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 jeunes, qui sont venus, je dirais, de façon indue prendre le pouvoir, mais qui sont très jeunes, mais qui n'appliquent pas forcément ce que j'allais dire de l'innovation politique, de l'innovation démocratique. Là, vous avez effectivement un très jeune président dont on sait effectivement qu'il a lutté, qu'il a un patrimoine politique, et j'allais compléter avec celui avec lequel il forme aujourd'hui un duo, Ousmane Sonko. Mais ce qui est plus important au-delà de la jeunesse, c'est qu'on ait vraiment des innovations politiques, des innovations démocratiques. Et que le Sénégal que nous connaissons, quand même qui est un pays très phare de l'Afrique de l'Ouest, sache démontrer effectivement qu'on peut mieux faire sur le plan social, on peut mieux faire sur le plan économique, qu'on peut mieux faire sur le plan sécuritaire et surtout pour ce qui nous intéresse, nous, au sein de la CEDEAO, qu'on peut mieux faire sur le plan stratégique et ouest-africain. Une image qui contraste tout de même avec les coups d'État enregistrés ces dernières années, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée. La démocratie n'est-elle pas en danger? C'est pas tant le procès de la démocratie qu'on peut faire à travers les coups d'État militaires que nous rencontrons. La démocratie, certes, ça reste un système totalement imparfait, mais c'est celui sur lequel nous nous admettons et que nous puissions faire cause commune sur la liberté d'expression, sur les libertés publiques et individuelles. Vous, amis de la presse, sur la liberté, effectivement, de votre métier et beaucoup de choses sur l'organisation d'élections. Mais tout ça, effectivement, ne reste que, si vous voulez, que des critères. Après les coups d'État, je dirais, ne sont pas systématiquement, je dirais, le fait de la démocratie. C'est davantage le fait peut-être de culture politique qui ne sont pas assez pointues, qui ne sont pas assez matures et qui font que du jour au lendemain, un corps très très important d'un pays, comme l'armée, décide de prendre le pouvoir par la force et change un gouvernement qui pourrait être
plutôt démocratique ou parfois qui est déliquescent, mais toujours est-il que non, les coups d'État militaires, effectivement, ne sont pas systématiquement la cause et le symptôme des failles démocratiques. Elles sont davantage plutôt, je dirais, à l'antithèse de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les systèmes démocratiques qui soient faillibles ou qui soient performants sur le continent africain. Et quand vous parlez de culture politique, quels en sont les fondamentaux? Mais sur la culture politique, moi, et là-dessus, je reviens effectivement à votre question de base, qui est celle de la démocratie. Est-ce que la démocratie aujourd'hui sur le continent africain, est-ce qu'elle avance? Est-ce qu'elle est, il y a des grands défenseurs qui estiment que la démocratie doit s'africaniser, comme s'il y avait une forme de démocratie du continent africain. Moi, je pense que par définition, la démocratie, elle n'est pas tant hellénique, elle n'est pas tant occidentale, elle n'est pas. Non, la démocratie, c'est un système sur lequel nous nous admettons tous. Maintenant, c'est la culture politique, effectivement. Une culture politique, c'est celle justement qui fait que nos pays aujourd'hui avancent sur le plan social. J'y tiens beaucoup sur le plan économique, que les jeunesses puissent trouver de l'emploi, que la jeunesse puisse être davantage formée, que notre diplomatie soit plus active, soit plus parfois même agressive, hein, parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est tout sauf un monde de bisounours. Tout ça fait partie de notre culture politique. Après, la culture politique, elle peut être à la fois, je dirais, teintée effectivement peut-être d'un régime très fort, d'un régime politique très fort, qui estime que les agendas aujourd'hui font que nous avons besoin d'avoir un régime qui, pendant quelques temps, j'allais dire, mette les choses au pas, ou on peut avoir plutôt un régime qui soit plutôt dans la modération. Chaque pays trouve son système adéquat. Mais sur la démocratie, une fois encore, je pense que démocratie et culture politique sur le continent africain vont vraiment de pair. Moi, c'est davantage plutôt pour qu'on africanise nos cultures politiques et non qu'on africanise la démocratie. Parce que cette façon de penser que la démocratie, effectivement, il y aurait une démocratie, je dirais, toute congolaise, une démocratie toute algérienne, une démocratie toute béninoise, en fait, en réalité, c'est une façon de dire, en fait, nous pouvons appliquer ou mettre la démocratie à notre sauce. Par contre, la culture politique, qui pour moi est plus essentielle, parce qu'en réalité, elle peut être issue d'usages anciens, elle peut être issue justement de ce que faisaient nos ancêtres avec la bapalabre. Alors oui, quand vous parlez de l'africanisation, entre guillemets, de la culture politique au lieu de l'africanisation de la démocratie, c'est l'adapter à quelle réalité africaine? Par exemple, moi je pars d'un principe très simple qui est que sur le continent européen ou dans les modèles que parfois nous singeons de façon totalement imparfaite, vous avez parfois une organisation de l'État, une organisation du pouvoir politique, mais qui ne correspond en rien à nos structures sociales africaines. Absolument pas du tout. Parce qu'en réalité, on a voulu parfois faire du copier-coller sans nous rendre compte qu'en réalité, nous n'avons pas, par exemple, besoin d'avoir un Sénat. Par exemple, dans beaucoup de pays, vous avez des Sénats, vous avez des assemblées nationales pléthoriques, vous avez des organisations, des échelonnements administratifs qui n'ont rien à voir avec nos structures de base. Par contre, je pense qu'effectivement, sur la culture politique, on peut aisément s'inspirer, par exemple, d'organisations, de formes de pouvoir qui ont toujours préexisté dans l'Afrique précoloniale et qui, aujourd'hui, il serait de bon ton de remettre au goût du jour. Donc, effectivement, faisons bien la différence entre la démocratie telle qu'elle est, effectivement, qui est un système, je dirais, universel, sur lequel, effectivement, nous pouvons trouver des accords, je dirais même parfois même des accords raisonnables par rapport à notre culture politique et nous inspirer de ce que faisaient nos anciens. Moi, j'y tiens beaucoup parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024, mais je pense qu'on a loupé un peu le coche entre la prise de nos indépendances, la chute du mur de Berlin, l'organisation de conférences nationales, la démocratie telle qu'on la connaît jusqu'en 2024, et qu'on aurait mieux fait, par exemple, justement, de nous inspirer, par exemple, de modèles qui ont préexisté et qui ont montré toute leur latitude, tout le bénéfice. Et c'est le continent africain, effectivement, aujourd'hui, surtout dans la partie ouest africaine sur laquelle nous échangeons, nous avons quand même quelques organisations de pouvoir qui vont marcher. Moi, c'est pour ça, je pense que l'expérience sénégalaise, on doit la regarder de très près. Elle peut être suffisamment inspirante, mais peut-être en adaptation, parce que le Sénégal n'est ni le Libéria, le Nigeria, le Ghana. Bien sûr, chaque pays, parfois, retrouve en son sein ses ressources, qui peuvent être des ressources humaines, des ressources culturelles, des ressources politiques, pour organiser son pouvoir. Toujours est-il que, effectivement, ce dont nous avons besoin sur le continent africain, davantage de stabilité politique, de stabilité économique, de stabilité sécuritaire, et surtout qu'on donne à nos jeunesses de l'emploi et une forme d'espérance. Il est très important que les jeunesses du continent africain ne soient pas, je dirais, soumises à une organisation d'État qui est celle de mettre en place des systèmes ou des procédés qui ne leur assurent que l'à peu près, l'approximatif, mais qu'on puisse aussi permettre qu'on réenchante l'avenir des jeunesses africaines, qu'on se dise, ok, dans 10, 15, 20 ans, voilà, là où nous voulons en être. Et ça aussi fait partie de notre culture politique. Alors, la CEDEAO, aujourd'hui, fait face à une réalité, ces coups d'État à répétition. Ne sont-ils pas symptomatiques de certains maux qu'on peine à soigner? Oui.
Là-dessus, je pense que une fois encore, c'est pas tant l'organisation elle-même, parce que l'organisation est faite d'hommes. C'est pas l'organisation, la CEDEAO, qui du jour au lendemain, si ça se trouve, c'est un monstre technique, un monstre froid. C'est plutôt davantage du fait des hommes politiques et des femmes politiques, il faut le dire, qui sont en charge donc de l'administrer, de la gouverner, de l'animer, qui justement à un moment ou un autre font les faux pas qu'il faut ou qu'il ne faut surtout pas, et qui démontrent effectivement que notre organisation aujourd'hui communautaire telle qu'elle est aujourd'hui peine à retrouver une forme d'identité, parce qu'aujourd'hui de vous à moi, quel jeune Togolais ou jeune Ivoirien se sent ouest-africain, se sent investi, je dirais, dans un idéal ouest-africain, un idéal CEDEAO. Très peu vivent la CEDEAO, effectivement, comme l'idéal commun, alors que l'idéal aurait été, effectivement, que la CEDEAO puisse retrouver une identité commune. Donc, il y a une question d'identité sur la CEDEAO. Après, il y a une question de légitimité. Est-ce que la CEDEAO aujourd'hui est capable, j'allais dire, de tracer le bon chemin démocratique, le bon chemin politique pour que chaque pays puisse se mettre au standard et dicter? Non, il y a beaucoup, effectivement, vous verrez, les pays justement qui ont pris les pouvoirs, qui ont changé de main. Vous avez bien fait de citer le Niger, le Burkina, le Mali, la Guinée, effectivement, estiment que la CEDEAO ne fait plus partie de leur cas de concertation commun. Donc, une fois encore, la CEDEAO a perdu en légitimité. Mais c'est pas tant la CEDEAO, c'est pas tant notre organisation, parce que à force d'accuser la CEDEAO, on l'accuse de tous les péchés d'Israël, alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes en réalité. C'est au cœur de nous-mêmes, c'est notre façon de concevoir la politique, de concevoir non seulement la politique dans nos pays et l'intégration ouest-africaine, qui fait qu'aujourd'hui, la CEDEAO est, je dirais, au banc des accusés. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette perte de légitimité? Cette perte de légitimité, c'est que très généralement, ceux qui sont amenés à décider au nom de la CEDEAO ne sont pas si légitimes que ça dans leur propre pays. Vous avez des chefs d'État, effectivement, qui, dès qu'il y a un coup d'État militaire, ou dès qu'il y a, je dirais, une sortie de route au sein de la CEDEAO, qui prennent la parole et qui édictent de bons principes sur lesquels vous et moi, nous pourrions être d'accord. Mais dans leur pratique quotidienne, dans leur pratique politique, à l'intérieur de leur propre pays, ils sont totalement en porte-à-faux. Donc, quelque part, la CEDEAO perd en légitimité. En réalité, ce dont souffre la CEDEAO, c'est le leadership. Il faut qu'on ait un leadership vraiment éclairé, des figures vraiment, dès qu'elles parlent, dès qu'elles énoncent, dès qu'elles se prononcent sur ce qui se passe à la CEDEAO, que on puisse légitimement nous y accorder. Mais après, vous avez effectivement des dirigeants, vous avez des conférences, des colloques, des sommets extraordinaires, tout ce que vous voulez. Puis après, il faut juste regarder la tête de celui qui le dit. Donc, quelque part, la CEDEAO, elle est mal incarnée. Il y a un vrai problème de désincarnation de la CEDEAO et puis, j'allais dire, de légitimité qui est peut-être parfois indue ou qui est usurpée. Donc, c'est ce dont souffre la CEDEAO. Et une fois encore, c'est pour ça que je pense que c'est un héritage de nos anciens. Hein. La CEDEAO, il ne faut pas le jeter. Et bien sûr, il faut le corriger. Il faut corriger ce qui ne marche pas au sein de la CEDEAO. Il y a plein de choses, effectivement, qu'on peut rectifier. Par exemple, eh bien, il y a aussi des choses sur lesquelles, effectivement, nous pouvons nous accorder. Par exemple, sur la libre circulation des biens et des personnes, effectivement, beaucoup de commerçants, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'étudiants, vous direz que la mobilité estudiantine n'est pas si parfaite que ça, mais ça reste un acquis sur lequel vous et moi nous pouvons nous accorder. Oui, et est-ce que cette résurgence des coups d'État ne plonge-t-elle pas l'institution dans l'inconnu? Oui, totalement. Le fait qu'on ait des coups d'État aujourd'hui qui plongent, et d'ailleurs qui créent, je dirais, une forme de CEDEAO tronquée, départagée, donc effectivement les pays dont nous parlons, les pays sahéliens qui ont créé leur propre alliance. Hein. Et tout ça, je dirais, est extrêmement préjudiciable pour la conformité et pour l'avenir de cette CEDEAO qui aujourd'hui peinait déjà elle-même à consolider le bloc. Et là, vous avez 3 pays qui se détachent et qui forment leur alliance, qui est une alliance à la fois, bien sûr, certes, ils disent que c'est l'alliance défensive, à la fois contre, j'allais dire, la propagation des groupes armés terroristes, une alliance sécuritaire, mais vu d'un point de la CEDEAO, c'est très offensif. Hein, c'est très offensif. Là, vous avez en porte-à-faux, vous avez l'AES versus CEDEAO. Non, pas du tout. Moi, je suis convaincu que l'AES, aujourd'hui, telle qu'elle est cette alliance, bien sûr, aujourd'hui, travaillant avec l'existant, elle a toute la mesure pour être intégrée dans la CEDEAO. Je ne vois pas une AES d'un côté, la CEDEAO d'un côté, une diplomatie AES qui soit
un contre-feu de la diplomatie CEDEAO. Non, mais ce qui est certain, effectivement, la CEDEAO est un tournant, et comme on le dit, une expression qui est très commune, à la croisée des chemins, et qui fait que malheureusement aujourd'hui, elle devra composer avec tous ces sous-groupes qui émergent. On va approfondir ces velléités sécessionnistes, mais avant, on a vu à chacun de ces événements une CEDEAO objet de critiques quant aux sanctions infligées aux juntes militaires. Entre les principes édictés et les aspirations des peuples, est-ce qu'aujourd'hui l'institution est à la croisée des chemins? Oui, totalement. Elle est en pleine interpellation, elle est en pleine interrogation. CEDEAO plus ou moins. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les années à venir, d'ici 2030, 2035, 2050, est-ce qu'on aura toujours cette même formule de CEDEAO? Effectivement, il y a une vraie interrogation. Je ne sais pas si peut-être au cœur de la CEDEAO, ceux qui sont en charge, donc les prospectivistes de la CEDEAO se disent mais quel avenir pour notre organisation? Mais comme toute organisation sous-régionale, comme même l'organisation continentale de l'Union africaine, c'est normal que de temps en temps qu'on vive un cycle, je dirais, de balbutiement. Et d'ailleurs, c'est bien, parfois aussi, c'est ce qui éprouve la maturité de notre organisation ouest-africaine, et qui démontre qu'effectivement, il y a des choses à corriger. Oui, je pense qu'aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins, entre des coups d'État militaires, une insécurité qui est grandissante, entre parfois, et on en a parlé tout à l'heure, une perte d'identité, une perte de légitimité de cette organisation, et en même temps, il faut travailler pour que justement elle puisse se consolider. Il y a encore quelques temps, j'avais écrit, j'avais même dit certainement à certains de vos confrères qu'on était près du requiem de la CEDEAO. On était presque à l'organisation donc de l'office religieux ou de l'office funéraire de la CEDEAO. Et une fois encore, nous avons besoin de la CEDEAO, nous avons besoin de cette organisation parce que telle qu'elle est aujourd'hui, on ne peut pas la délaisser au profit de sous-organisations comme l'AES et estimer que la question de notre intégration, de notre sécurité, de notre diplomatie, de notre économie communautaire seront résolues. Non, la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui, et moi je suis un grand défenseur de l'intégration ouest-africaine et de l'intégration continentale. Aujourd'hui, il faut travailler à l'améliorer de l'intérieur. Il ne faut pas justement mettre des bâtons et estimer que parce qu'aujourd'hui elle est en souffrance, parfois même en déshérence par rapport... Oui, en parlant de l'intégration et de cette perte de légitimité, est-ce que la raison ne se chercherait-elle pas peut-être dans le manque d'une CEDEAO des peuples au profit d'une CEDEAO des États? Excellent. C'est une expression qu'on utilise beaucoup sur la CEDEAO des peuples et qui dit que la CEDEAO, en réalité, elle n'est pas plus organisation que ouest-africaine. Parce qu'effectivement, les peuples ouest-africains ne se retrouvent pas, les sociétés civiles ne se retrouvent pas, les jeunesses ne se retrouvent pas, certaines classes politiques ne se retrouvent pas. Oui, mais tout ça, j'allais dire une fois, c'est la faute. C'est la faute des hommes politiques, c'est la faute des jeunesses, c'est la faute des organisations de la société civile. Moi, je suis bien appelé parfois de trouver des organisations de la société civile, des ONG, qui mettent à leur objectif la validation ou la valorisation plutôt de la CEDEAO. On en trouve très très peu. Et ça, il faut le faire. Il faut que nous ayons des organisations de la société civile. Là, je ne parle même pas des politiques, parce qu'on a souvent bon ton de dire que les politiques ne font pas le travail, les politiques ne nous ont pas encouragés, ne nous ont pas aidés ou ne nous font pas aimer la CEDEAO. Il serait très important que, par exemple, des organisations estudiantines, des organisations de jeunesse, des organisations même, je dirais, de milieu de la presse, effectivement, puissent travailler à ce qu'effectivement, on ait une vraie CEDEAO, une CEDEAO des peuples, une CEDEAO des étudiants, une CEDEAO des diplomates. Bref, tout ça c'est très important. La CEDEAO des peuples, pour moi, c'est pas un concept creux, mais elle nous appartient à nous. C'est les peuples ouest-africains qui doivent travailler. Parce qu'après, effectivement, bien sûr, nous avons un écueil qui est celui de penser que seuls les hommes politiques, seules les classes dirigeantes, effectivement, doivent nous aider doivent nous faire aimer la CEDEAO. Ce qui n'est pas faux, ce qui en soi est totalement légitime. Mais la responsabilité aussi, je dirais, elle est copartagée entre nous, ouest-africains, peu importe qu'on soit de l'espace, et que nous ayons un idéal qui est celui de travailler et de nous intégrer davantage dans la région ouest-africaine. Monsieur Régis Onkwe, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Je vous en prie.